Alors on a un peu un problème identique, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a comme un échec de l'école républicaine en France, qui était l'école la même pour tous. Ça, c'était le principe de la République. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a une concurrence aussi entre les écoles, c'est-à-dire qu'il s'est développé en France, on pourrait dire, une éducation à deux niveaux. Le fait que les classes bourgeoises et les gens informés, en particulier les enfants d'enseignants, savent très très bien dans quelles écoles il faut aller pour être sûr d'avoir des bons enseignants et une belle réussite scolaire. Donc il y a de plus en plus comme ça une importance qui est accordée aux établissements qui auraient une meilleure réussite. Ce qui veut dire aussi que du coup, les enfants qui sont en difficulté ou qui n'ont pas un niveau suffisant ne sont pas forcément admis dans ces écoles. En France, c'est surtout des écoles privées ou les très bons lycées. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui sont tenues par des organisations religieuses. Sans être religieuses dans leur enseignement, mais ils offrent des prestations un petit peu différentes parce qu'elles sont payantes, ces écoles. Donc ça, c'est une évolution quand même extrêmement importante. On a un souci aujourd'hui avec l'école dans la mesure où, d'une manière générale, ce qui est développé, c'est la concurrence entre les élèves, c'est la réussite, mais au sens d'obtenir les meilleurs résultats, et pas tellement la réussite dans l'apprentissage ou dans le plaisir d'apprendre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est aujourd'hui mis en difficulté en France aussi bien. Ça, c'est... Il y a une autre chose qui s'est beaucoup développée en France, c'est ce qui est à côté de l'école. Les multiples activités qu'on propose aux enfants. Ce qui fait qu'on a à la fois des enfants qui sont complètement démunis d'un point de vue culturel, parce que c'est offert par les parents, et les parents qui ont de l'argent. Donc ils font de la musique, ils font du sport, de la danse, enfin autant d'activités qui remplissent les emplois du temps de manière effrénée. Et puis les enfants qui viennent des milieux plus modestes, qui eux n'ont pas accès à cette richesse culturelle. Ce qui fait qu'on a de plus en plus une divergence entre les enfants des classes populaires et puis les autres qui ont des parents qui peuvent leur offrir, en plus de l'école, toute une panoplie d'activités qui les enrichissent bien sûr. Et bon, ça pour nous c'est un souci aussi. L'autre gros souci qu'on a, c'est que de plus en plus, on traite les questions de l'école en termes médicaux. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir aux meilleures manières de transmettre un enseignement, de plus en plus vite, de plus en plus tôt, on va dissocier ce problème d'apprentissage, qui supposerait des réponses éducatives, des réponses enseignantes, on va les traiter d'un point de vue médical en pensant que les enfants souffrent de troubles. C'est ce que je disais hier sur les troubles de la dyscalculie, la dysphasie, la dyslexie, comme si au fond ces troubles étaient déterminés par des raisons imputables à l'enfant et pas du tout en lien avec le type d'enseignement qu'ils reçoivent. Et ça c'est à mon avis un des grands dangers qui fait qu'aujourd'hui les enfants très très petits sont étiquetés comme présentant des troubles des apprentissages sans que ça remette en question les types d'enseignement que fournit l'école. Or, en France, les programmes sont les mêmes pour toute la France. Ce sont des programmes qui sont édictés par des technocrates dans les ministères, souvent très éloignés du terrain, qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe ni dans les écoles, ni dans la relation du maître et de l'élève. Et évidemment, il y a un décalage de plus en plus grand entre ce qui est proposé avec des réformes qui changent tout le temps. Tous les 2 ans, un nouveau ministre, nouveau changement des modalités comme ça de programmation des enseignements. Et puis sans tenir compte des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Parce qu'évidemment, ce qui se joue aujourd'hui dans la paupérisation de la population, les conditions de vie extrêmement difficiles auxquelles sont confrontés les enfants,
et leur famille ne les rendent pas toujours très prêts à fournir tout l'effort que demande l'école. Ça, c'est quelque chose là encore qui s'accentue de plus en plus. Alors, la course aux meilleures écoles, la course aux meilleurs diplômes, ben oui, ça fonctionne très très bien comme ça, c'est-à-dire que les enfants et surtout les familles sont prises comme ça très très vite, très tôt, dans l'idée qu'il faut que l'enfant réussisse. Ce qui fait qu'on choisit même l'école maternelle maintenant en fonction de ce qu'elle pourra offrir à l'enfant. Et en particulier avec la question du bilinguisme. C'est-à-dire que les bonnes écoles, les bonnes classes seront les classes bilingues, mais ce sont toujours des classes bilingues qui n'ont rien à voir avec les langues parlées par les enfants. C'est toujours, ou pour nous, moi je suis en Alsace, donc c'est l'allemand qui est extrêmement important, c'est l'allemand ou l'anglais, évidemment, jamais les langues turques ou arabes qui sont pourtant les langues parlées par les familles, souvent de nombreux enfants. Ça, ces langues-là ne sont pas du tout valorisées. Donc là aussi, les enfants qui possèdent déjà une autre langue qui ne leur est pas enseignée au niveau de l'écriture, par exemple, et qui doivent apprendre encore une autre langue, alors que parfois ils ne possèdent pas encore bien la langue française, ça va très rapidement entraîner des clivages parmi la population des élèves. Ça, c'est un vrai souci pour nous. On pourrait dire que l'entrée à l'école, c'est la sortie de la sphère familiale. C'est au fond, là encore, ce qui est proposé à l'enfant comme nouvel horizon, pour pouvoir ne pas simplement rester, on pourrait dire ça de manière facile, centré sur les propositions ou sur ce que lui offre les conditions de sa famille. C'est l'occasion de rencontrer d'autres modèles adultes. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il va avoir affaire à un autre que le seul autre familial, un autre social. Le deuxième point extrêmement important, c'est qu'il va rencontrer des grands autres, des adultes qui seront à même de lui apporter quelque chose comme une possibilité de s'engager dans des acquisitions qui vont lui ouvrir complètement un nouveau monde, parce que l'apprentissage de la lecture et l'acquisition de la lecture permet en enfant de se sortir de sa condition familiale, quelle qu'elle soit, par la possibilité qu'il a d'accéder à un imaginaire extrêmement important, une richesse de toutes les autres cultures, de tout ce qui a pu être créé, de toutes les créations romanesques qui remplissent les bibliothèques. Ça, c'est quelque chose que l'école apporte et qui est extrêmement importante, qui le sort de ses contingences familiales. Ça, c'est extrêmement important pour un enfant. J'ai insisté beaucoup hier sur la langue familiale, sur le fait qu'au fond, un enfant, il est construit par le parler familial, avec tous les investissements familiaux dont sont porteurs cette langue familiale, cette langue maternelle. Et alors évidemment, la rencontre avec la langue de l'école l'oblige à interrompre, à couper avec cette langue de jouissance de départ comme ça. Et donc c'est une manière pour l'enfant d'accéder à la dimension de la castration qui est parfois pas suffisamment amenée par les parents eux-mêmes. L'école a ce rôle-là d'établir une dimension de la castration que la famille n'a pas toujours pu lui offrir. Ça, c'est un des éléments évidemment essentiels de l'école. Essentiel. Et puis, ce que permet l'école, c'est la rencontre avec l'altérité. À la fois les autres enfants, qui ne sont pas issus du même lit, on pourrait dire, et puis les autres adultes qui vont réagir tout à fait autrement que leurs propres parents. Et donc cette rencontre avec l'altérité sortie de la famille est quelque chose d'éminemment important pour la construction d'un enfant. Ça, c'est quelque chose... c'est un enrichissement que l'école peut lui permettre. Alors, en France, il y a l'idée aujourd'hui d'intégrer dans chaque
que tout enfant a droit d'être dans la classe, quel que soit le niveau de son handicap. Ça, c'est une revendication qui est faite depuis quelques années, là où avant les enfants pouvaient être dirigés vers des établissements spécialisés. Aujourd'hui, l'idée est de permettre à tout enfant, qu'il soit autiste, psychotique, de pouvoir participer à la vie de la classe et à la vie de l'école classique, normale. Là, il y a un réel souci d'intégrer tout enfant dans l'école. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Alors, ça c'est une question évidemment très complexe, puisque c'est la revendication pour les parents de donner toutes les chances à l'enfant, de toujours penser en termes de réussite. C'est ça qui est visé au fond par cette demande des parents. Et l'idée qu'ils seraient les mieux pour faire réussir leur enfant est une idée un peu troublante, parce que ça supposerait qu'ils seraient les seuls à posséder tout ce qu'il faudrait pour l'enfant. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait contester. Alors ils n'ont pas tout à fait tort dans certaines circonstances quand ils estiment que l'école ne fait pas suffisamment pour leur enfant. Ça peut arriver. Mais c'est quand même l'idée que personne d'autre qu'eux ne pourrait savoir ce qui est utile à l'enfant. Et alors cette position-là méconnaît ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de l'altérité, du fait qu'un enfant, pour se construire, a besoin d'un autre, l'autre social, pas seulement l'autre familial. Mais surtout, ce que ça méconnaît, c'est que l'école n'est pas qu'un lieu de transmission de savoir qui pourrait s'acquérir comme une marchandise. On n'achète pas du savoir comme on peut acheter des téléphones, des écrans, des jeux vidéo. C'est qu'il y a dans la transmission du savoir quelque chose qui est de l'ordre du désir de l'enseignant, du plaisir à dispenser quelque chose concernant une matière, que ce soit les mathématiques ou le français ou la géographie. C'est-à-dire que l'école est aussi un lieu où se mettent en place des transferts, au sens où l'analyse nous a appris à le repérer, c'est-à-dire un véritable désir vis-à-vis d'un objet qui peut être un objet culturel. Et priver les enfants de cet investissement-là est quelque chose qui me paraît très dommageable. Quand on entend les adultes parler de leur orientation professionnelle, par exemple, très souvent ils disent « j'ai rencontré un professeur qui m'a enthousiasmé sur les mathématiques ou qui était tellement intéressant quand il parlait de l'histoire que j'ai voulu par la suite faire de l'histoire ». Donc on voit bien que ce qui se transmet, ce n'est pas le contenu du cours en tant que tel, ce n'est pas la marchandise que véhiculerait comme ça une acquisition d'un nouveau savoir, mais c'est le plaisir qu'a pu susciter cette espèce de curiosité que le professeur a su transmettre à l'enfant. Et ça c'est quelque chose d'éminemment important, parce que pour un enfant, ce qui le caractérise, c'est sa curiosité, et la curiosité, elle est riche si elle rencontre de la richesse autour de lui. Et une seule personne ou un seul parent ou une seule famille ne peut pas produire pour cet enfant toutes les ouvertures que peut produire toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'école. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose d'important. Et c'est un peu dommage. Souvent, on rencontre ces situations, souvent en France, avec ce qu'on appelle les enfants précoces, les enfants dits surdoués, qui seraient des enfants mal adaptés à notre scolarité, et où les parents pensent qu'ils sont mieux à même d'apporter tout ce qu'il faut à l'enfant. Or, ce sont souvent des enfants effectivement extrêmement précoces dans leurs acquisitions, mais qui ont énormément de difficultés au contraire en contact avec les autres enfants ou avec d'autres adultes, et qui sont au fond, qui vont montrer des signes de phobie scolaire. On voit des enfants qui n'arrivent plus à rester à l'école, et les parents d'une certaine manière encouragent cette phobie scolaire.
au lieu d'aider l'enfant à pouvoir entrer en contact avec les autres enfants, faire l'éducation à la maison, c'est une manière de l'empêcher de dépasser cette phobie scolaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Alors parfois, c'est parce que les enfants sont trop précoces, parfois c'est parce que les enfants sont en difficulté dans les apprentissages. Mais c'est encore une fois une manière de ne pas aider l'enfant à faire l'expérience de la rencontre avec l'autre, qui est pour lui extrêmement importante. Alors, cette question du stade du miroir, elle m'a fait beaucoup rire. Toute cette histoire a commencé par une observation de psychologues qui se sont intéressés à la différence de comportement d'un enfant humain devant le miroir et les animaux. Ils s'étaient rendus compte que l'animal mis devant un miroir essayait de passer derrière le miroir pour essayer de trouver l'animal qui était censé se trouver caché derrière le miroir. Ce que ne fait pas le petit humain. Le petit humain n'a pas besoin d'aller vérifier derrière le miroir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Au fond, c'est comme s'il repérait très rapidement qu'il s'agit de lui. Il n'a pas l'idée qu'il y a un autre enfant de l'autre côté. Et donc Lacan est parti de cette observation des psychologues pour construire un modèle qui explique la manière dont se constitue le moi du sujet humain, du petit par-l'être. Et donc, qu'il y ait un miroir ou qu'il n'y en ait pas, la constitution du moi, elle se fait. Il n'y a pas toujours eu des miroirs dans notre société, dans notre civilisation, et pour autant, les enfants sont toujours passés par le stade du miroir. Donc ça, le modèle qu'a construit Lacan n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait ou pas du miroir. Ça a permis à Lacan de nous donner un modèle théorique qui montre l'importance de l'imagination, de l'imaginaire, comment se construit l'imaginaire chez un sujet. C'est ça qu'il a développé dans un premier temps de son stade du miroir. Et c'est un modèle qui n'a pas arrêté d'améliorer. Il n'a pas arrêté, on pourrait dire, de compléter le premier texte qu'il avait écrit sur le stade du miroir. C'est quelque chose qu'il... D'abord, il a été sensible à cette dimension de constitution du sujet en regard de l'image que lui fournit un autre, que ce soit celle du miroir ou n'importe quel petit autre. Ensuite, il a été très intéressé par le geste de retournement de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un pas supplémentaire qui est fait, qui n'est pas simplement ce qui se joue dans la seule captivation par le miroir. Il y a aussi ce détachement que l'enfant peut opérer, détachement de son image, pour se retourner vers l'assentiment que peut lui offrir le grand autre vers lequel il se retourne, le parent qui le tient par exemple. Et puis il va compléter encore un peu plus tard cette construction de son miroir en rajoutant la question de l'objet petit a qui justement n'a pas sa place dans le miroir, comme un reste qui ne rentre pas dans l'imaginarisation pour l'enfant. Donc c'est un modèle qui ne va pas arrêter de se complexifier, on pourrait dire. Alors que l'enfant, il soit mis ou pas devant un miroir, ça ne change rien, ça fonctionne tout aussi bien qu'il ait rencontré un miroir ou pas. Donc il n'y a pas ni trop tôt, ni... Quand c'est trop tôt, il ne va pas forcément s'y intéresser, et puis c'est tout. Mais voilà, il n'y a pas de danger à mettre un enfant devant un miroir. De toute façon, le miroir, avant même le miroir, le premier miroir qu'il a, c'est le regard que sa mère porte sur lui. C'est ça qui constitue son miroir intrapsychique, on pourrait dire. Ce qui fait que même un enfant qui n'a pas la vue, un petit aveugle, il a quand même le miroir que lui offre l'autre maternel dans l'élaboration de son moi quand il développe sa construction subjective. Donc il n'y a pas de danger. Ah oui, moi j'avais souligné la question d'après, mais c'est la même. Là, c'était un enfant pris entre les différents... entre deux pères ou un beau-père. Ah oui, si vous voulez un peu... C'est la même chose. C'est un peu la même question. D'accord. C'est que, comme j'ai développé hier, on ne peut pas confondre
les personnages de la réalité auquel l'enfant a affaire, des fonctions que l'enfant doit rencontrer pour se construire, les fonctions sur lesquelles grâce auxquelles il va pouvoir se construire, c'est-à-dire ce qui a trait à tout ce que j'ai appelé le complexe maternel, ce qui a trait au nom du père, à ce qui relève de la fonction paternelle. Ça peut être porté par une grand-mère, un grand-père, un beau-père, un oncle, en particulier la fonction paternelle, je l'ai suffisamment montré hier, elle peut être portée au fond par n'importe quel signifiant à disposition pour un enfant. Alors évidemment, ce qui sera déterminant, c'est le type de relation que les parents entretiendront entre eux, le type de relation que les parents entretiendront avec les grands-parents, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans une acceptation de l'autre ou pas? Est-ce qu'il y a usurpation de l'enfant par un grand-parent, par exemple? Tout dépend de la place que chacun va pouvoir prendre. Ça, évidemment, ce sera déterminant. Parce qu'on a pris l'exemple hier d'une mère qui ne pouvait pas s'occuper de son enfant parce qu'elle l'avait offert d'une certaine manière à sa propre mère. Bien évidemment, l'histoire de l'enfant sera marquée de cette place que la mère lui aura donnée par rapport à sa propre mère. Donc ça va déterminer, on peut dire, l'histoire, la construction. Dans l'inconscient de l'enfant, ça aura des répercussions, mais pour autant, tout un chacun est construit comme ça, avec une histoire qui a trait au lien que chacun des parents qu'on a pu avoir entretient avec sa propre histoire, sa propre généalogie. C'est quelque chose... voilà, donc l'idée que... c'est pas parce que c'est des grands-parents qui au quotidien s'occupent de l'enfant ou de l'adolescent que pour autant il n'y a pas une place pour les parents. Parce que la manière dont les parents sont évoqués, la manière dont on se réfère à eux, la manière dont ils restent responsables de l'enfant, si le grand-parent soutient cette position-là, le jeune il se construit avec une différenciation entre ce qui incombe aux parents et ce qui incombe aux grands-parents, par exemple. De même que quand un enfant est placé dans une institution, quand bien même il n'a pas ses propres parents, il y a quand même autour de lui on pourrait dire des parents de substitution, en tout cas des adultes qui ont cette fonction d'être auprès de lui dans une position maternelle ou dans une position paternelle. Donc, je n'ai pas bien compris quelle était qu'est-ce que sous-tendait cette question. Si ça voulait dire voilà, qu'un enfant serait plus en difficulté parce qu'il aurait été élevé par exemple par des grands-parents ou parce que les parents seraient absents. Tout dépend de la qualité du lien que les parents entretiennent avec leur enfant et avec leurs propres parents, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus déterminant que leur présence réelle. Alors évidemment, le temps passé auprès d'un enfant n'est pas le même quand on est tout petit et quand on est plus grand. On a pu constater à une certaine époque ce qui était un véritable hospitalisme bourgeois. C'est-à-dire des enfants qui tout petits étaient élevés que par des bonnes d'enfants, qui changeaient tout le temps par exemple, sans qu'on ait le souci du fait que l'enfant il avait peut-être besoin d'une présence continue. Ça c'est des dérives qui ont pu être... ça qu'on a pu repérer, mais bon, dans la majorité des cas, au fond, si ce qu'on assure à l'enfant, surtout quand il est petit, c'est une permanence dans la construction de ses liens, voilà, que la mère soit absente à certains moments ne détermine pas une catastrophe psychique pour l'enfant. Sûrement pas. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les parents sont amenés à beaucoup circuler, beaucoup plus qu'avant bien sûr. Et pas seulement les pères, parce que les mères aussi maintenant se mettent à être absentes du fait de leur travail.